Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette U7 en synchronisation avec la radio Fréquence 1 Lomé. La présidentielle 2015 semble désormais derrière. Faure Gnassingbé, au terme des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, est élu président de la République togolaise. Il prêtera serment demain, ce lundi donc. Ces résultats ne recueillent pas, c'est pas étonnant, d'écho favorables chez le candidat de CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, qui parle de coup de force électorale. Ses représentants à la Commission électorale nationale indépendante ont claqué la porte juste avant l'annonce des résultats provisoires. Les élections sont désormais terminées, la contestation s'organise, suivra certainement des négociations, surtout que CAP 2015, aussi, vendredi dernier, a déclaré son candidat vainqueur du scrutin avec 52,52% des voix portant sur 26 élus. Alors, pour débattre du sujet, notre invité ce soir, André Kani Afanou, directeur exécutif du CACIT. Bonsoir André Kani Afanou. Bonsoir Eric, bonsoir Florent, bonsoir à nos compatriotes. Bonsoir Florent, justement. Bonsoir Eric. Très bien. On va y aller avec le scrutin présidentiel 2015 qui s'est achevé ce dimanche avec l'annonce officielle des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Faure Gnassingbé, sans surprise, a été confirmé président de la République. Nous allons d'abord faire le point ici dans ce reportage. Face aux caméras du monde entier, Abdou Assouma donne le verdict final à l'issue du scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Les résultats définitifs sur le plan national sont arrêtés comme suit. L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés. En conséquence, proclame élu président de la République togolaise M. Faure Gnassingbé. L'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 avril 2015 est levée. Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, est donc élu pour une troisième fois président de la République togolaise. Un cérémonial qui a duré près de 2 heures d'horloge, un grand jour pour les partisans de UNIR présents pour l'occasion, en plus de certains membres de l'exécutif et quelques hauts fonctionnaires internationaux. À l'examen des chiffres, ce sont des résultats pas loin de ceux rendus publics par la CENI il y a quelques jours. Et au décompte final, ce sont en tout et pour tout 1 221 282 Togolais qui ont porté leur choix sur le président sortant, soit 58,77% du suffrage exprimé. Pour le ministre de l'administration territoriale, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il y a beaucoup de manœuvres qui ont été imaginées, mais le peuple a parlé, le verdict des urnes vient d'être proclamé. Il faut que nous tournions maintenant la page de l'élection pour être davantage attentifs et à l'écoute des besoins et des préoccupations des populations. Paris gagne donc, nous dit-on, mais pas évident que ces résultats fassent l'unanimité. Jean-Pierre Fabre, qui se déclarait il y a quelques jours vainqueur du scrutin, vient en deuxième position avec au finish 35,19%. Une large différence qui fera certainement objet de contestation. Mais pour l'heure, Faure Gnassingbé est reconduit à la tête de l'État et la cérémonie d'investiture devra avoir lieu dans les prochains jours. André, j'ai envie de poser juste une petite question pour démarrer. Au soir du scrutin et à l'annonce des résultats définitifs, quelle est votre impression? Mais quelles sont mes impressions? Moi, je constate que ça fait un moment que le débat sur le processus électoral était commencé. Bien avant, il y a eu le débat sur la question des réformes, dont l'objectif était justement de voir dans quelle mesure créer les conditions pour un scrutin véritablement libre, transparent et démocratique. Je constate qu'à un moment donné, ceux qui devaient participer au jeu, au vu des conditions qui étaient créées, ont jugé utile, je dirais, de descendre sur le terrain. Ils ont mouillé leur maillot et qu'au final, effectivement, des résultats sont proclamés. C'est
pour mon pays, en tout cas, le principe d'avoir des élections répond, vous le savez, à l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui voudrait que chaque peuple ait le droit de choisir ses dirigeants, ou que chaque peuple ait le droit, à travers ses citoyens, effectivement, de postuler à diriger un pays. Notre Constitution elle-même, depuis 1990, a consacré le multipartisme. Et donc, plusieurs projets de société, par hypothèse, ont été proposés à nos compatriotes. Au final, les institutions qui sont censées proclamer le vainqueur, la CENI d'une part, la Cour constitutionnelle d'autre part, ont joué leur partition. Il nous est dit que le gagnant, c'est le président Faure Gnassingbé. Mon avis personnel par rapport au choix du président Faure Gnassingbé ne compte pas de mon point de vue, puisque je dirais que cet exercice est déjà passé. On constate que le président Faure Gnassingbé va par hypothèse diriger le pays donc pour les 5 prochaines années. On constate aussi malheureusement que du côté de l'opposition, il y a une vive contestation qui s'est exprimée. On verra quelle est l'ampleur de cette contestation-là, quels sont les moyens dont les gens disposeront. Et on verra en tout état de cause, en termes de déroulement des rapports de force, qu'est-ce que cela va donner. Alors, la CENI a proclamé les résultats provisoires le 28 et également le 29 pour un petit réajustement. Maintenant, la Cour constitutionnelle confirme Faure Gnassingbé. Est-ce que vous êtes surpris un peu de ce résultat-là, que Faure soit finalement élu encore pour une 3e fois? Est-ce que je suis surpris? Comme je vous disais, moi je constate. Mais ceux qui peuvent être surpris ont des raisons, effectivement, quand vous savez que bien avant que le processus électoral ne soit lancé, il y avait sur le front social beaucoup de grognes, beaucoup de mécontentement. Et tout le monde sait que les grèves, par exemple, de la STT, connaissaient un succès franc. Et donc, on peut supposer qu'il y a dans le monde des travailleurs beaucoup de mécontents par rapport à la politique qui est déroulée par le gouvernement. On peut constater aussi que quand on voit un peu le contexte international, où de plus en plus, la limitation de mandat devient un principe, je dirais, sacro-saint. Quand vous voyez un peu, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, les débats actuels au Burundi, où le président Nkurunziza s'est fait choisir par son parti. Quand vous vous souvenez un peu de tout ce qu'il y a eu lors du sommet de la francophonie, où le président Hollande clairement a montré que et la France et la francophonie étaient pour la limitation des mandats. Donc on peut être étonné de constater que le président Faure Gnassingbé ait à nouveau la confiance des Togolais. Mais de l'autre côté, ceux qui pensent que c'est normal brandiront ce qu'il est convenu d'appeler le bilan du président Faure Gnassingbé par rapport à un certain nombre de réalisations, par rapport à un certain nombre d'acquis. Et donc au final, moi je suis de ceux qui pensent que on aurait pu avoir mieux. C'est-à-dire que le jeu électoral, même s'il n'est qu'un jeu, est censé mettre en compétition les meilleurs d'entre nous. Nous sommes près de 6 millions aujourd'hui, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et donc, qu'on dise qu'à l'issue de la campagne électorale, telle personne est proclamée avoir gagné le scrutin, on aurait pu mettre en branle le dispositif pour que tous les Togolais aient la ferme conviction que effectivement la personne qui est proclamée gagnant a effectivement gagné et que c'est le meilleur. Tout à l'heure, si vous voulez revenir sur le mécanisme qui a conduit finalement à ce que ce processus électoral soit organisé, on ne fera pas non plus le débat sur la personne de Faure Gnassingbé qui va devoir diriger le pays pour les 5 prochaines années. Aujourd'hui, on ne le fera pas. Demain, on pourra revenir sur ce débat-là. Alors, par rapport au processus électoral aujourd'hui, beaucoup nous interrogent sur la réussite ou non de ce processus-là. Au niveau du CACIT, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous avons vécu là un processus, je dirais, réussi? Ah non. Mais disons que ça dépend, je vais nuancer. En ce qui nous concerne au niveau du CACIT et d'autres collègues de la société civile réunis au sein de la plateforme citoyenne Justice et Vérité, en nous basant un peu sur l'histoire, j'allais dire, électorale de notre pays, en constatant qu'en 2005, il y a eu des violences avec les chiffres que vous connaissez, en constatant qu'en 2010, il y a eu des présidentielles sans mort, mais que les résultats n'étaient pas consensuels. Donc nous avons déployé ce que nous appelons un mécanisme d'alerte précoce, où nous avons un peu formé des observateurs. Nous avons procédé à un maillage du territoire national. Dans toutes les régions, nous avions des représentants. Dans un certain nombre de préfectures considérées comme à risque par rapport aux violences, nous avions des représentants.
Et la mission que nous nous sommes donnée, c'est effectivement de documenter les cas de violence et de violation des droits de l'homme. La mission que nous nous sommes donnée, c'est aussi de voir dans quelle mesure, de façon précoce, nous pouvons détecter les signaux de violence et que nous puissions à la fin faire en sorte que ces violences ne dégénèrent pas. Maintenant, sur le plan du processus lui-même, il me semble que si on part de l'hypothèse que le Togo par le passé a connu des violences lors des processus électoraux, comme la CVJL a constaté, et si on note que le processus actuel n'est pas émaillé de violence, même si je vous apprends par ailleurs qu'en ce qui nous concerne, nos éléments sur le terrain nous ont rapporté des cas de violence, mais ce n'était pas à grande échelle. Donc sur ce point-là, il y a des raisons de se réjouir et de dire que c'est un processus qui est réussi. En même temps, en 2005, on n'est pas encore arrivé à l'étape où la violence a commencé. Il faut d'abord proclamer les résultats et observer les 3-4 jours qui vont suivre la proclamation officielle des résultats. Donc, on va encore attendre. Non, je suis d'accord avec vous. On ne le souhaitera pas, mais on va encore attendre pour faire une évaluation globale. Je suis d'accord avec vous, mais voyez-vous, pour le moment, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas d'acte de violence. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. Et prier pour que, si contestation il doit y avoir, que ces contestations se fassent de manière pacifique. Mais j'étais en train de vous parler des raisons qui peuvent laisser penser que le processus est réussi. Et pour moi, c'est sous l'angle de l'apaisement. Par contre, quand on voit tout ce qui a été source de division lors de ce processus électoral, quand on constate que le calendrier électoral, la CENI, je ne vous apprends rien, est l'organe qui, de façon technique, maîtrise les opérations, toutes les opérations qu'il faut avoir pour que le processus électoral soit réussi. La CENI avait proposé une date, souvenez-vous, le gouvernement avait jugé utile de changer la date. Après, finalement, une autre date a été donnée. Il y a eu par 3 fois le président ghanéen qui a dû arriver dans notre pays. Cet élément, je commencerai avec ça, est un indicateur de ce que notre mécanisme d'élection, nos processus électoraux ne sont pas encore des processus qui inspirent confiance à tout le monde. Parce qu'autrement, on n'aurait pas besoin d'un chef d'État étranger pour venir intervenir par 3 fois. Un autre élément que nous déplorons et qui fait que les chances de dire que le processus actuel est réussi ne sont pas importantes, c'est quand on constate que nous avions une commission électorale dont on nous a dit qu'elle est une commission électorale nationale indépendante. Et vous avez vu tous ces honorables personnalités aller prêter serment, s'il vous plaît, devant la Cour constitutionnelle pour jurer de faire leur travail, nous a-t-on dit, en toute impartialité et dans l'intérêt du peuple togolais. Mais tout ce qui a eu comme aller-retour, quand par exemple dans un premier temps UNIR a changé ses représentants, ensuite CAP 2015 a changé ses représentants, tout ce qu'il y a eu comme confrontation au sein de cette CENI-là montre clairement que cette CENI-là avait tout sauf le qualificatif d'indépendant. Un autre élément que nous pouvons déplorer, c'est les conditions dans lesquelles les résultats ont été proclamés. Vous savez, les processus électoraux par hypothèse se déroulent en 3 phases. D'abord, avant le vote. Et avant le vote, ce que vous avez, c'est les listes électorales, c'est les révisions de ces listes électorales, c'est la convocation de ce corps électoral, c'est l'établissement du calendrier électoral, c'est la campagne électorale. Déjà au niveau de la campagne, il me semble que si la loi a prévu qu'il y ait une limitation au niveau des dépenses, c'est important de le respecter. Or, sur le terrain, ce qu'on a remarqué, ce que vous avez remarqué, j'espère aussi, c'est un grand écart entre les moyens d'un candidat par rapport aux autres candidats. Ensuite, le jour du vote, il y a eu, selon ce que nous avons observé, effectivement, un certain nombre d'anomalies. Et enfin, la proclamation des résultats n'a pas été la meilleure. Je terminerai en disant que je lisais le ministre Bawara qui, sur Republic of Togo, a parlé du fait que nous avons frôlé le scénario à l'ivoirienne. Moi, je dis que nous n'avons pas frôlé le scénario à l'ivoirienne. Nous avons offert au monde entier le scénario à la togolaise, qui lui aussi n'était pas un bon scénario. Alors, disons quand même que si on vous comprend très bien, on suit votre analyse, disons que dans le fond, nous avons eu à faire un petit peu du cafouillage dans notre processus électoral. Et ça aussi, ça n'enjolive pas l'image du Togo. Évidemment, et je pense que les responsabilités sont partagées.
Aujourd'hui, vous avez au sein de la classe politique, d'une part, le pouvoir, qui est là depuis 38 ans, avec le régime RPT, depuis 10 ans avec le président Faure, dont la vocation, effectivement, c'est de faire rentrer le Togo dans la modernité. Mais au niveau des règles qui régissent l'état de droit, il y a encore des défis importants. Et au niveau des règles qui doivent régir la compétition électorale, il y a des défis importants. De l'autre côté, au niveau de notre opposition, il me semble que les gens n'ont pas trop aidé le pays à avoir un processus électoral avec des règles et des institutions elles-mêmes consensuelles. Au final, nous nous retrouvons dans une situation qui n'est pas meilleure à ce qu'on avait en 2010. Et c'est là où je suis triste en tant que Togolais. Parce que si en 2010, nous avions eu une élection, nous avions eu une CENI où des gens, effectivement, n'ont pas fait preuve d'indépendance, si nous avions eu pendant la campagne un déploiement de moyens, je dirais de façon insolente, au profit d'un candidat et un peu de moindre effet au profit d'autres candidats, si nous avions eu des résultats qui ont été contestés, le génie togolais aurait dû nous aider à ce que la classe politique, les médias, la société civile, le chef de l'État trouve le cadre pour que 5 ans après, on n'ait pas le même spectacle. Donc, qu'on ait encore ce que vous avez qualifié de cafouillage, ben je dis c'est triste pour le Togo. J'espère simplement qu'en 2020, on aura mieux. Alors, également, on a eu à remarquer au niveau du taux de participation qui est évalué entre 53 et 55%, une abstention de l'ordre de 45 à 47%. On a comme l'impression que les Togolais n'avaient pas vraiment la tête à ces élections. Est-ce parce que c'est la conséquence du fait que les Togolais sont un peu fatigués des politiques ou bien c'est une conséquence d'une élection mal préparée finalement? Mais moi, je dirais que c'est les deux et plus bien d'autres raisons. Et je voudrais bien partager avec vous la réflexion qu'une personne, un leader d'opinion de notre pays, partageait avec moi hier. Mais il disait que si ça évolue comme ça, les Togolais risquent de ne plus aller voter. Parce qu'ils verront que les élections dans notre pays ne présentent plus d'enjeux. Ils verront, et ça, un sondage... Parce que son candidat n'a pas été choisi, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous avons l'impression que les machines électorales, les institutions qui sont censées donc organiser... Souvenez-vous qu'une élection, par hypothèse, est censée aider la nation, à un moment donné, à faire un peu le point de ce qu'il y a eu comme réalisation, de ce qu'il y a comme action par rapport à celui qui est le chef de l'État sortant. Et donc le chef de l'État sortant va, il défend son bilan et il demande qu'on lui accorde la confiance pour la prochaine fois. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle un projet alternatif, un projet de société alternatif, une offre politique alternative où justement on est censé peser les deux pour voir qu'est-ce qui est bien pour la nation. Le problème dans notre pays, ce n'est pas moi seul qui le dis, beaucoup d'observateurs le disent et je disais qu'un sondage d'une institution sérieuse, considérée comme sérieuse aujourd'hui, Afrobaromètre, a révélé 2 éléments. Premier élément, que les Togolais ne font pas confiance à la CENI pour organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, interrogez nos compatriotes, ils vous diront que cette CENI-là, effectivement, ne pouvait pas ne pas donner les résultats que nous avons eus. Deuxième élément, Afrobaromètre nous a dit que les Togolais ont une désaffection vis-à-vis de la classe politique. Ils n'ont plus confiance en la classe politique. Et ça, je pense que nos leaders, le gouvernement, l'opposition, ne doivent pas considérer que ce ne sont que des faits parce que peut-être aujourd'hui ça arrange quelqu'un. C'est suffisamment grave. Parce que si dans un pays, les gens commencent par ne plus avoir confiance dans les élections, comme processus pouvant leur permettre d'obtenir l'alternance, l'alternance devra intervenir un jour tôt ou tard. Et d'ailleurs, l'alternance, de mon point de vue, est un facteur de progrès. Et donc, si les gens commencent par ne pas considérer les élections comme un facteur, un processus qui peut leur permettre d'obtenir l'alternance, les gens risquent de réfléchir à d'autres moyens. Et pour notre société, ce n'est pas bon. Pour la sous-région, ce n'est pas bon. Pour la communauté internationale, ce n'est pas bon. C'est une menace réelle. Il y a un lien très intrinsèque entre la crédibilité du processus électoral et l'apaisement dans le pays. Toutes les campagnes qui ont eu lieu avec l'appui des partenaires que nous saluons au passage, pour justement qu'il y ait l'apaisement dans le pays. Mais ces campagnes, de mon point de vue,
ne sont pas pertinentes si les gens ont l'impression qu'ils sont volés. C'est le sentiment que j'ai. Alors aujourd'hui, justement par rapport à la question du taux de participation, la CENI, à la fermeture du bureau de vote, avait parlé de 53-55. À l'issue des résultats finaux, on voit clairement que c'est un peu plus, les Togolais sont allés. Ça demeure quand même qu'il y a une bonne partie des Togolais qui n'est pas allé voter le jour-là. Ça pose aussi un problème réel, au-delà du fait que les Togolais n'ont plus confiance en leur leader ou à la classe politique. Ça pose un autre problème. Oui, bien sûr, ça pose un problème réel. D'abord, cela s'explique, c'est ce que nous disions, par le fait que beaucoup pensaient qu'il y aurait les réformes avant les élections. Ensuite, le mot d'ordre de ce certain nombre de personnes, c'était « sans réforme, pas d'élection ». Le mot d'ordre d'autres personnes, c'était qu'il fallait faire le boycott actif. Donc, au niveau des Togolais, il n'y avait pas de mot d'ordre clair. Et j'estime que la prière que nous devons faire pour notre État, pour notre nation, c'est que dans les semaines à venir, que la classe politique trouve des solutions durables pour que la désaffection qu'on constate au niveau des citoyens par rapport aux processus électoraux, que cette désaffection soit amenuisée. Parce que, encore une fois, dans une société, c'est un droit pour les citoyens d'aspirer eux aussi à gérer le pouvoir. Au surplus, lorsque vous allez dans des pays comme le Ghana, comme le Sénégal, comme le Bénin, où il y a eu des gens qui ont exercé le pouvoir politique pendant un moment, et après une autre offre politique est arrivée, et d'autres personnes ont exercé le pouvoir, d'abord il y a un nivellement vers le haut par rapport à l'exercice à la gouvernance dans le pays. Ça, c'est le peuple qui décide. Hein. Oui, le problème justement dans notre pays, c'est qu'on a comme l'impression, et ça je voudrais utiliser l'expression de quelqu'un qui disait qu'on a comme l'impression que le peuple vote, le peuple est important, mais ceux qui comptent les votes sont plus importants que le peuple. C'est-à-dire qu'au final, le peuple vote, mais à un moment donné, 20 personnalités, 15 personnalités dans une salle décident de donner un résultat qui n'est pas forcément le reflet du vote du peuple. C'est le sentiment qu'on a par rapport au Togo. Je ne dis pas que dans notre pays, le président Faure Gnassingbé a gagné ou pas. Nous n'avons pas travaillé sur la collecte des résultats. Mais ce que je sais, c'est que objectivement, quand vous voyez la façon dont le processus s'est passé, quand vous voyez les anomalies dont on nous a parlé, on aurait pu mieux faire pour que les gens aient la conviction forte. Comme ça s'est passé au Nigeria. Au Nigeria, lorsque le Goodluck Jonathan a organisé les élections et que le président Buhari a gagné, c'est parce que le processus offrait toutes les garanties pour que justement ce soit clair que Goodluck Jonathan avait perdu et que Buhari avait gagné. Dans notre pays, personne ne peut vous dire aujourd'hui que le jeu était suffisamment clair pour qu'on dégage le président Faure Gnassingbé comme gagnant. Et c'est ça le malaise. Alors, en d'autres termes, est-ce qu'il faudrait peut-être remettre en cause ces résultats qui sont aujourd'hui connus de tous, s'il faut prendre en compte cet avis dont vous venez de faire? Non, moi je n'ai pas la légitimité pour remettre en cause les résultats, simplement parce que je suis un acteur de la société civile, simplement parce que je n'ai pas participé à la compétition, simplement parce que je n'ai pas déployé le mécanisme qui aurait pu me permettre d'avoir d'autres résultats. Mais je dis, quand vous voyez un peu, quand on vous dit qu'il y avait une plénière qui était prévue au niveau des membres de la CENI, que cette plénière attendait de continuer le travail de validation des résultats CELI par CELI. Et que alors que les membres de la CENI attendaient, le président Tafa Tabiou est rentré face aux caméras de la TVT et puis il a proclamé les résultats. Ça révèle qu'il y a un problème quelque part. Quand vous constatez ensuite, qu'on vous dit que dans certains bureaux de vote, le nombre de votants dépasse le nombre de personnes qui sont inscrites. Quand on vous apprend que des spécimens ont été utilisés, quand au final, la commission électorale nationale indépendante est censée, je crois, avoir 17 membres, et que ces 12, a priori, quasiment majoritairement favorables à unir, qui signent le PV, il y a un problème. Non, mais on connaît quand même le nombre de personnes qui représentent UNIR au niveau de la CENI. On ne va pas dire que les 12 membres
qui ont signé les résultats finaux sont unis. Non, vous savez, moi je pense que nous devons pouvoir, dans notre pays, avancer et avancer sur des bases claires. Dans notre pays, nous avons eu de 2005 à 2015 un certain nombre de partis politiques qui étaient au gouvernement, qui ont appelé régulièrement à voter pour le président Faure Gnassingbé. Moi, je pense qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Moi, si je devais un jour appartenir à la majorité présidentielle, j'assumerais le fait que je ne suis plus de la société civile et que je suis maintenant dans la majorité présidentielle. Il n'y a aucun complexe à avoir. C'est avant, avec le RPT, avec le bilan du RPT, que les gens étaient un peu gênés de se prévaloir d'être membres du RPT. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos collègues, de nos amis qui sont membres du NI et je pense qu'il n'y a rien de... Je veux dire, il n'y a rien de condamnable à cela. Par contre, lorsque on entend des partis politiques qui appellent ouvertement à voter pour le chef de l'État, dont les prises de position de façon récurrente sont en faveur du chef de l'État, donc constatons qu'ils sont proches de la majorité présidentielle. C'est vrai aussi que parmi ceux qui ont signé le PV, effectivement, il y a le cas et puis le représentant, je crois, du COPED au niveau de la société civile, qui a priori n'était pas forcément proche du NI. Mais ce que je voulais dire, c'est que le code électoral dit clairement que c'est la commission électorale nationale indépendante qui doit proclamer les résultats. Et M. Tafa Tabiou, ce n'est pas la commission électorale nationale indépendante. Les 12 personnes dont on parle, ce n'est pas la commission nationale électorale indépendante. Donc il me semble qu'on aurait pu créer le cadre pour que tous les observateurs qui veulent simplement pour une fois avoir la conviction, c'est de ça que je parle. Il y a aussi la majorité qui prévale. À un moment donné, c'est les 12 membres qui sont majoritaires sur ce coup-là. Ils ont pris comme les résultats. On ne fera pas le débat autour, mais je voudrais qu'on avance beaucoup plus par rapport à la société civile avant d'évoquer la question de la CENI précisément et le fait que la contestation électorale s'organise aujourd'hui. Alors au niveau de la société civile, on a vu que avant le jour du scrutin, il y a beaucoup de membres de la société civile qui ont fait des déploiements sur le terrain pour peut-être voir comment les choses vont se passer. Et puis après le scrutin, on a vu des rapports, des missions qui sont pondus ici par là pour dire que tout s'est bien passé. Moi, j'ai envie de savoir quelle contribution aujourd'hui la société civile peut-elle donner pour crédibiliser le processus électoral. Vous en faites partie. Oui, bien sûr. Comme je vous ai dit, nous, notre rôle déjà a consisté à déployer ce mécanisme d'alerte précoce et à faire en sorte que tout ce qui peut avoir lieu et qui peut être de nature à porter entorse à l'objectivité, à la crédibilité ou au droit pour les Togolais d'aller voter, que cela soit identifié. Et nous nous réjouissons que lorsque nous avons mis en place ce mécanisme-là, nous avons eu du côté du gouvernement, du côté des partis politiques, y compris de l'opposition, du côté des missions diplomatiques, une écoute, et même du côté de la CENI, une écoute où lorsque nous signalons un fait, on essaye rapidement d'anticiper et d'apporter des solutions. D'autres collègues, et au final, nous allons clairement, dans les jours à venir, produire un rapport. Notre rapport révélera tout ce qu'il y a eu comme acte de violence durant la période électorale. Notre rapport précisera tout ce qu'il y a eu comme anomalie. Notre rapport fera des suggestions pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Nous avons eu aussi, pendant la période électorale, à organiser des débats publics. C'était un peu une première au Togo, où nous avons invité les candidats à nous présenter un peu leurs engagements pour un Togo réconcilié, pour un Togo émergent et pour un Togo, effectivement, qui prenne en compte l'ensemble de ces filles dans le développement. Nous avons eu ces candidats, ils nous ont présenté. Et nous avons essayé aussi de les interroger sur leur programme. D'autres collègues à nous ont fait l'observation au sens formel en déployant donc des volontaires aussi. Et ils sont même allés jusqu'à collecter les résultats dans des bureaux de vote test. Donc je laisse à ces collègues-là le soin de parler des résultats qu'ils ont obtenus. Mais de façon plus générale, votre question m'amène à dire que, vous savez, c'est déjà en 1998 qu'on a commencé par admettre un peu l'observation nationale des élections. En 2005, ça a été fait dans des conditions un peu plus difficiles avec le CASCOST. Mais aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'on admette que lorsqu'il y a élection, que la société civile, elle aussi, puisse avoir son mot à dire, puisse mettre son regard sur le déroulement du processus, sur le fonctionnement des institutions. L'intérêt, c'est qu'à la différence des missions d'observation internationales, les acteurs de la société civile sont dans le pays. Ils connaissent le contexte.
Ils savent par exemple qu'au Togo, les institutions impliquées dans le processus électoral n'ont pas toute l'indépendance qu'il aurait fallu avoir. Je parle de la CENI, je parle de la HAC, je parle de la Cour constitutionnelle. De sorte que lorsqu'à la fin, on dit il faut faire les contestations par les voies légales, et qu'un parti comme l'ANC et de façon plus générale, un regroupement comme le CAP 2015 dit, nous ne voulons pas aller devant la Cour constitutionnelle, nous on les comprend, même si nous ne leur donnons pas forcément raison. Parce que personnellement, nous estimons, en citant un peu Roberto Garretón, un défenseur des droits de l'homme chilien, qui disait que lorsqu'il y avait la dictature au Chili, il y avait un problème par rapport à l'indépendance de la justice. Il savait que lorsqu'il déposait des plaintes, la justice chilienne n'allait pas instruire ces plaintes, mais il les déposait chaque jour pour démontrer justement à la communauté internationale que cette justice n'était pas indépendante. Moi, je pense qu'il aurait fallu que le CAP 2015 envoie ses recours pour que éventuellement la Cour constitutionnelle ne les accepte pas. Mais là où je voulais en venir, c'est que lorsque vous voyez un peu au niveau des contestations, lorsque vous voyez un peu les éléments qui sont évoqués pour dire, comme les missions d'observation internationale l'ont fait, que le scrutin, c'est la formule magique, s'est déroulé dans de bonnes conditions. Bon, je pense qu'il faut re-questionner la pertinence de ces missions d'observation. Parce que l'élection togolaise a connu, comme je l'ai dit tantôt, 3 phases. La phase d'avant le jour du scrutin, la phase du jour du scrutin et la phase d'après. Tout le monde sait que la phase d'après a posé problème. Donc, pondre un communiqué pour dire que le scrutin s'est déroulé dans les conditions normales, à mon avis, pose problème. Mais ça, je laisse la responsabilité aux missions d'observation internationale. La société civile, elle aussi, joue sa partition. Et j'espère qu'elle contribue au mieux à éclairer nos compatriotes. Nous reviendrons également sur la pertinence également des missions d'observation internationale dans nos pays africains généralement. Puisque nous aurons également revenu sur le cas de Burundi et ce qui se passe là-bas, l'annonce déjà d'un mandat de plus pour Pierre Nkurunziza. La CENI maintenant, et tout ce qui s'est passé depuis le 28, les Togolais ont suivi tout cela. Et aujourd'hui, on comprend clairement que la contestation s'organise à la fin de l'annonce des résultats provisoires. On a vu qu'au niveau du CAP 2015, on a aussi organisé une conférence de presse là où on a fait le point. On a eu l'occasion d'écouter le candidat de CAP 2015 dire que ce qui vient de se passer était un coup de force électorale. Je vous propose de suivre ce reportage et on en parle après. C'est la première sortie de CAP 2015 après la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI. La rencontre a non seulement mobilisé la presse nationale et internationale, mais aussi une foule de sympathisants venus également aux nouvelles. Le régime RPT UNIR et son candidat Faure Gnassingbé viennent de perpétrer un nouveau coup de force électoral, bafouant la souveraineté du peuple togolais et infligeant un camouflet au chef d'État de la CEDEAO ainsi qu'à la communauté internationale. Coup de force électoral, l'expression est revenue plusieurs fois. Pour les partis membres de CAP 2015 et Jean-Pierre Fabre lui-même, il s'agit de résultats non conformes à la réalité qui, au-delà de toute chose, n'expriment pas la volonté du peuple togolais. Ce énième coup de force électoral ne passera pas. C'est pour nous tous un devoir impératif, un devoir sacré, un devoir constitutionnel de nous mobiliser résolument et massivement pour faire échec à ce crime contre la souveraineté nationale. D'après ce regroupement de partis politiques, le scrutin du 25 avril donne largement vainqueur Jean-Pierre Fabre et selon certains observateurs, l'on est en phase de la réédition des scénarios de 2010 sur fond de contestation et de protestation. Pour l'heure, l'on attend l'avis de la Cour constitutionnelle, mais une chose est sûre, les prochains jours s'annoncent tumultueux. Alors, André Afanou, voilà, on voit clairement que la contestation est mise en place déjà. On sait habituellement ce que ça donne au Togo. Est-ce que ce n'est pas parce qu'au niveau de la CENI, vous l'avez évoqué au début, au niveau de la CENI, personne n'a plus confiance finalement en cette
institutions qui organisent le scrutin. Est-ce que ce n'est pas ça le fond, finalement, du problème au Togo? L'indépendance de la CENI. Est-ce que ça ne pose pas le débat général? Il faut quitter cette CENI politique pour nous mettre en place une CENI technique et régler le problème une fois pour de bon. Oui, vous savez, certains disent que dans notre pays, où pendant des années, nous avons vu dans la même direction, dans notre pays où depuis 2010, nous avons un peu les mêmes personnes, hein, ça évolue un peu, mais c'est à peu près le même système qui gère le pouvoir, et il y a forcément une dualité. C'est-à-dire qu'au final, nous tous, nous serions devenus soit des pro-unis, soit des pro Jean-Pierre Fabre, si je peux considérer que Jean-Pierre Fabre est le leader de l'opposition, et donc c'est lui qui traduit un peu les aspirations de ceux qui sont contre le régime en place. Aujourd'hui, visiblement, on le voit, même si elle ne s'est pas encore traduite dans les faits, la contestation se met tout doucement en place sur les images que nous avons vues tout à l'heure, des militants du CAP 2015 au QG, ça crie, ça chante, ça veut Jean-Pierre Fabre président, ça veut pas Faure Gnassingbé président, on parle de coup de force électorale, on indexe beaucoup plus la CENI avec la... on a vu ce qui s'est passé le 28. Est-ce que le fond du problème, on revient là-dessus, ne vient pas forcément de la manière dont les choses s'organisent? Oui. Vous avez douaté tout à l'heure les institutions de la République qui ne fonctionneraient pas à un certain niveau. Oui, vous avez raison. Et c'est là où moi, je voudrais en appeler à la bonne volonté, ou je dirais à plus de bonne volonté de la part de la personne qui est proclamée chef de l'État. Le président Faure Gnassingbé a dirigé le Togo depuis 10 ans. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes dans un système où il y a encore de la contestation. Ça veut dire que la cohésion nationale n'est pas encore au rendez-vous. Ça veut dire que la réconciliation nationale n'est pas encore au rendez-vous. Ça veut dire que les institutions démocratiques qui doivent parler et tout le monde se tait ne sont pas encore au rendez-vous. Donc moi, j'en appelle à ce que, puisque vraisemblablement la CENI a proclamé, la Cour constitutionnelle a confirmé, le chef d'État va prester serment, il y aura la contestation. On ne sait pas ce que cette contestation va donner. Ça finira par des négociations. Et puis après, le cycle recommence. Moi, j'espère déjà que cette négociation soit entamée le plus tôt possible. Parce que de toute façon, la période 2015-2020 dans notre pays, certains l'ont dit, certains ont même utilisé l'expression transition. Moi, je ne considère pas qu'il serait judicieux, par exemple, pour le président Faure Gnassingbé de dire « Les Togolais m'ont fait confiance, je suis élu, je vais appliquer mon programme, le reste, les autres personnes n'ont qu'à s'opposer parce que l'opposition a pour rôle de s'opposer. » Si c'est cette posture-là qui est adoptée par le chef de l'État, ce n'est pas une posture qui nous réconcilie. Ce n'est pas une posture qui considère que la machine qui a proclamé élu le président Faure Gnassingbé n'était pas la machine la plus crédible possible. Et forcément, cela a entaché, de mon point de vue, la légitimité même du chef de l'État. Mais il n'en demeure pas moins que l'opposition en face doit prouver vraiment, lorsqu'on nous dit que Jean-Pierre Fabre a gagné, il faut que les preuves soient présentées à l'opinion nationale et internationale. Tant que cette preuve n'est pas présentée, moi je considère que c'est celui que la CENI a proclamé, c'est celui que la Cour constitutionnelle a proclamé, qui sera le chef de l'État dans mon pays. On a vu la deuxième partie de la CENI, des membres, je veux dire les 5 autres, ont également proclamé Jean-Pierre Fabre, vendredi dernier, président de la République. 52% pour 26 élus pris en compte. Ça voudra dire que on a dans notre pays, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, 2 présidents de la République. Enfin, non, je ne sais rien, mais 2 présidents quand même. En tout cas, 2 personnes qui peuvent se prévaloir du titre de président. Voilà. Ce n'est pas étonnant. En même temps, moi j'ai beaucoup de sympathie pour CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre. Mais la réalité, c'est que en droit international, il y a des institutions qui, au niveau national, sont censées proclamer les résultats. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est la CENI au Togo, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc, ce processus-là est en train de consacrer Faure Gnassingbé. Et donc, au niveau international, visiblement, la personne qui va être reconnue comme chef de l'État, ce sera Faure Gnassingbé. Sauf que je dis, moi, que
de façon intime, le président Faure Gnassingbé lui-même doit savoir. Vous savez, quand vous allez à l'examen et que vous réussissez, et que l'examen a été trop facile, vous savez que l'examen était trop facile. Et donc, votre victoire pose problème. Un autre élément que je ne sais pas si vous l'avez observé, effectivement, Faure Gnassingbé a été proclamé gagnant, mais le lendemain, il n'y a pas eu de manifestation de joie dans la ville. Peut-être qu'on nous dira que ça va avoir lieu lorsqu'il va prêter serment. Mais ce que je voudrais dire, c'est que paradoxalement, en ville, il y a un déploiement de militaires. Ok, du côté de l'aéroport, par exemple, vous voyez, on est fouillé un peu plus. On nous dit qu'est-ce que vous avez dans le véhicule, où est-ce que vous allez et tout. Alors que par hypothèse, le chef de l'État est élu à près de 56%, c'est ça, près de 56% des Togolais. Donc il y a un paradoxe par rapport à ce que les gens vivent dans le pays et à ce qui est dit. Ce que cela traduit de mon point de vue, c'est que quoi que l'on dise, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc moi, ce n'est pas moi seul, au niveau de la société civile, principalement, la réflexion que nous avons faite au CACIT nous a amené à dire que si au lendemain de la prestation de serment, par exemple, du président Faure Gnassingbé, les jeunes doivent manifester leur joie à Déhuye dans certaines villes du pays, et qu'à Bé, à Blogame et dans d'autres zones, il doit y avoir des manifestations de contestation, il y aura des gens qui seront arrêtés, comme vous avez dit, le cycle va recommencer. Nous en appelons à ce que ces deux personnalités-là constatent que notre pays peine toujours à asseoir les institutions qu'il faut. Et qu'ils imaginent le mécanisme qui va leur permettre d'apaiser la situation dans le pays. Est-ce que ce n'est pas ce travail-là que John Mahama et Alassane Dramane Ouattara sont venus faire le jour même de la proclamation des résultats? Parce que c'était extraordinaire. Aussitôt ils sont venus, ils sont repartis, que les élections où les résultats ont été proclamés, beaucoup s'interrogent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire réellement? Oui, bon. Est-ce qu'on peut s'interroger là-dessus? Oui, voilà. Nous, on n'est pas dans le secret des dieux déjà pour savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Mais on présume que, conformément à la préoccupation de la CEDEAO, en application d'ailleurs au protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui voudrait que la paix soit favorisée dans l'espace de la sous-région, que toutes les poches de contestation ou toutes les poches de troubles soient amenuisées. Donc c'est conformément à cette idée-là qu'ils sont arrivés. Et il n'y a pas de doute qu'après avoir rencontré le président Jean-Pierre Fabre et le chef de l'État Faure Gnassingbé, ils doivent avoir essayé justement d'inviter ces personnalités au dialogue. On n'a pas le choix. Vous savez, même dans les... C'est quelqu'un qui disait que après les plus grandes guerres, il y a des négociations à faire. Donc moi, je pense que il faudrait aider le Togo à ne pas justement aboutir à faire couler le sang. Que ces personnalités-là prennent la mesure du mal qu'il y a dans le pays. Si ce n'est pas fait ainsi, et que par exemple le chef de l'État considère qu'il est élu, et que donc c'est à lui de dérouler son programme, les malaises que les gens ont, le mal-être que les Togolais ont. Il y a un classement d'une institution internationale qui dit que le Togo serait parmi les pays où les gens seraient les plus malheureux. C'est-à-dire qu'en termes de classement, le pays où on est le moins heureux dans le monde, c'est le Togo. 158e. 158e. Et nous sommes vraiment le dernier. Ça veut dire que nous sommes moins heureux que les gens de la Syrie, par exemple. J'ai discuté avec un ami qui voulait contester ça. J'ai dit, non, mon ami, on n'a pas dit que c'est au Togo que les gens sont le plus pauvres. On a dit que les gens sont malheureux. Ça veut dire qu'il y a un mal-être. C'est-à-dire, depuis 1990, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous dira si objectivement nous sommes dans un état démocratique ou pas. On vous dira des efforts sont faits, des efforts sont en train d'être faits, mais ce n'est pas facile. Non, à un moment donné, il y a des choix à faire. Et il faut avoir des institutions qui envisagent que l'alternance soit faite un jour au profit de tous les Togolais. Il faut pour les 5 années à venir, parce que, par exemple, au niveau du débat sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, le chef de l'État a mis sur pied une commission. Quelqu'un disait que la meilleure façon d'enterrer un problème, c'est de créer une commission autour. Moi, je pense que ce qui serait intéressant, par exemple, si Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre devaient se rencontrer, c'est d'acter un calendrier clair par rapport aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. De dire que, comme ils l'ont fait avec l'accord RPT-UFC, que pendant les 6 premiers mois, on fera tout pour que les réformes soient effectives. Ça va contribuer à décanter l'environnement. Est-ce que les Togolais sont prêts à accepter ça? En tout cas, pour ceux qui sont dans le camp de Jean-Pierre Fabre,
On a vu que Gilles Christ Olympio a mis en place là qu'il y a eu un tollé autour de sa personne et finalement dans l'opinion, il n'existe plus, lui et son parti n'existent plus. Est-ce que Jean-Pierre Fabre s'amuserait lui aussi à procéder de la sorte ou c'est la seule voie qu'il faudra emprunter pour que ce pays soit peut-être, je dirais, que des gens n'ont plus l'impression qu'ils sont, ils sont malheureux dans le pays? Moi, je ne vois pas aujourd'hui une voie qui soit plus bénéfique à l'entité Togo que la voie d'une rencontre entre Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre. Mais cela a été simplement parce que cette voie aurait le mérite. Vous savez, quand on parle effectivement de l'accord RPT-UFC, moi je pense que tout est dans la négociation. Dans quelles conditions l'accord a été négocié et quelle est la marge de manœuvre que les personnalités qui doivent mettre en œuvre l'accord ont. Souvenez-vous qu'en Côte d'Ivoire, à un moment donné, Guillaume Soro, après négociation, a été Premier ministre du président Gbagbo et il a conservé toute son indépendance. Souvenez-vous qu'au Kenya, après la crise difficile que le pays a connue, Raila Odinga a été Premier ministre de Moi Kibaki. Souvenez-vous enfin que dans un pays aussi difficile que le Zimbabwe, Morgan Tsvangirai a travaillé avec le président Mugabe. Donc, moi je pense que Jean-Pierre Fabre, c'est quelqu'un qui a une personnalité aussi. C'est une piste qu'il faudra finalement aussi explorer, André Afano, aujourd'hui, au Togo. Moi, je ne sais pas quelle est l'autre piste qui peut permettre au Togo de s'en sortir. J'essaie en tout temps de vous démontrer que lorsqu'il y a eu alternance dans un pays, vous savez, en termes de partage des ressources nationales, en termes de distribution des opportunités, actuellement dans mon pays, si tu veux être ambassadeur, tu es obligé de devenir UNIR tôt ou tard. Si tu veux être directeur de société, tu es obligé d'être uni tôt ou tard. Si tu es jeune cadre et que tu veux faire une carrière, que tu veux réussir, tu sembles être obligé de rentrer dans UNIR tôt ou tard. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour notre pays. Chaque nation a besoin d'une opposition et d'une opposition elle-même forte. Dans un pays comme la Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle le shadow cabinet qui est composé par l'opposition. C'est-à-dire que le gouvernement parallèle où l'État met à la disposition de l'opposition les moyens de contester. Simplement parce que ça permet à celui qui est en train de gouverner d'être certain de bien faire. Et donc moi, j'ose croire que la stratégie de unir ne consiste pas à annihiler toute l'opposition. D'ailleurs, si la stratégie consistait par exemple à affaiblir quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre, j'estime qu'à long terme, cela va desservir parce qu'on risque alors d'avoir plusieurs têtes de l'opposition. Et lorsqu'il y a des troupes dans le pays, vous ne savez pas vraiment avec qui négocier. Donc j'en appelle à ce que le génie togolais, vous aurez constaté que je parle souvent du génie togolais. Je refuse de penser que lorsque les Sud-Africains, à un moment donné, après avoir traversé la crise que vous connaissez avec l'apartheid, ont justement, à travers la rencontre de Klerk Mandela, posé les bases d'une Afrique du Sud réconciliée où blancs et noirs peuvent trouver leur compte. Je refuse de penser que lorsque au Rwanda, avec ce que vous connaissez, le président Kagame, malgré tout, c'est vrai, c'est un peu difficile, il a utilisé un peu de force, mais après une crise, une nation a la possibilité de trouver en elle-même le génie pour avancer. Je parlerai enfin de l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne nazie est un passé sombre de ce pays-là. Mais aujourd'hui, les Allemands sont un bon exemple dans le monde. Donc, c'est vous dire en définitive que il paraît que le mot qui désigne crise en chinois est le même mot qui désigne opportunité. Et ceux qui font des formations en leadership, en développement personnel vous disent que chaque fois qu'il y a une crise quelque part, c'est l'opportunité qu'on a de voir effectivement des gens se révéler, de voir un certain nombre de personnalités proposer des solutions que personne n'a imaginées. C'est l'opportunité enfin qu'on a de voir le génie trouver des solutions auxquelles personne n'avait pensé. J'espère que dans les jours à venir, personne ne sera dans une logique de nous avons gagné, donc nous allons gouverner, ou on ne nous a pas déclaré gagnant, donc nous allons contester. Tout le monde sera dans une logique qui serve le peuple. Je repose la question autrement. En 2010, Faure Gnassingbé a gagné les élections. Jean-Pierre Fabre est dans la contestation. Surprise, Gilles Christ Olympio surgit. Il signe un accord avec le RPT. Et puis après, on a vu la réaction derrière. Son parti et lui sont enterrés. Jean-Pierre Fabre s'en prend le flambeau. Il prend 5 ans, il conteste, il va aux élections. Il dit avoir été volé. Il accepte lui aussi, je dirais, discuter avec le pouvoir et entre
dans le cabinet du pouvoir. Comment ça va être encore dans l'opinion? D'abord, il ne rentrera pas dans le cabinet du pouvoir. Vous savez, le président en Israël, je ne sais plus si c'est Shimon Peres ou un autre, après une crise, ils ont négocié un accord de paix. C'est ce que les Anglais appellent un accord win-win situation, où personne n'essaye d'affaiblir l'autre. Personne n'essaye d'avoir des idées derrière pour faire du mal à l'autre. Si ou bien le camp du président Faure Gnassingbé, ou bien le camp de CAP 2015 avec Jean-Pierre Fabre, si l'un des camps allait à cette rencontre-là que nous on souhaite de tous nos voeux, avec le désir d'affaiblir l'autre, ce serait déjà la première base pour que ça ne réussisse pas. Deuxième élément, aujourd'hui, qu'on les aime ou on ne les aime pas, le président Faure Gnassingbé draine un certain nombre de personnes derrière lui. Le président Jean-Pierre Fabre draine un certain nombre. Jean-Pierre Fabre, quand il descend sur le terrain, quand il va faire des meetings, mais les gens lui vouent un culte pas possible. Donc, si ces personnalités-là conservent leur charisme et constatent que le pays va mal, si le président Faure Gnassingbé, par exemple, se dit, les 5 années passées, j'ai mené un certain nombre d'actions, mais en permanence, chaque samedi matin, je devais faire face à des gens qui marchaient. Et on ne peut pas nous dire que ces marches ne faisaient pas du mal au pays. Non. En termes d'indicateurs pour les opérateurs économiques, c'était un mauvais indicateur. Ceux qui ont la chance de voyager de temps en temps vous diront que lorsqu'ils rencontrent des gens, des opérateurs économiques, ils vous disent « Le Togo n'est pas encore stable. Je ne suis pas certain de pouvoir aller là-bas. » Donc ça veut dire qu'il y a un problème et je ne suis pas certain que pour les 5 années à venir, par rapport au plan, par rapport au projet qu'il a, le président Faure Gnassingbé va encore, j'allais dire, se payer le luxe d'avoir de la contestation en permanence. Parce que la contestation ne sait jamais vers quoi ça va aboutir. Des fois, on pense pouvoir contrôler. Parce que par ailleurs, aujourd'hui dans notre pays, la force au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, on dit que l'armée est républicaine, mais certains estiment que les forces de défense et de sécurité sont au service donc, du système qui est en place. Et donc forcément, il faut à un moment donné arriver à sortir de cette situation. La justice elle-même, qui aurait dû de temps en temps, lorsque les gens se sentent brimés, donner raison, la justice aussi est contre eux. Les institutions dans notre pays sont verrouillées. Il faut sortir de cette situation-là si nous voulons véritablement faire du Togo un État émergent, comme j'ai entendu cela ces dernières années. Alors, cette éventuelle collaboration, est-ce que ne risque-t-elle pas de faire objet d'une mauvaise interprétation si jamais... Tout est dans la communication. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, par exemple, effectivement, parce que nous, on prône cette option-là, il dit, si par extraordinaire, Jean-Pierre Fabre était Premier ministre, et s'il va à l'Assemblée nationale, est-ce que les députés unis ne vont pas le railler et se moquer de lui? Moi, je dis non. Si Jean-Pierre Fabre était Premier ministre, avec tous les pouvoirs qu'il doit avoir, et s'il va et qu'un des députés unis se moquait de lui, moi je rappellerai, s'il était à la place de Jean-Pierre Fabre, je rappellerai simplement à ce député qu'il doit aller voir les conditions dans lesquelles l'élection s'est déroulée et qu'il ne doit pas s'égosiller. Ah, mais nous savons aussi le pouvoir qu'un Premier ministre au Togo, le pouvoir normalement, c'est tout ça qui doit être dans la négociation. C'est-à-dire, vous savez, j'ai parcouru en venant à cette émission-là 2 accords. D'abord, l'accord qui a été signé en Côte d'Ivoire, lorsque justement face à la guerre dans le pays, il fallait nommer Guillaume Soro Premier ministre. Ces accords ont été clairs. Qui devait être Premier ministre? De quel pouvoir il devait disposer? Qui pouvait le révoquer? Quel poste allait à qui? Le deuxième accord que j'ai parcouru, c'est les accords d'Arusha au Burundi. Mais le pourcentage qui devait être accordé à chaque parti au niveau des départements ministériels, la façon dont un certain nombre de postes de souveraineté, la façon dont un certain nombre de ressources pouvaient être gérées, c'est précisé. Souvenez-vous d'ailleurs, dans mon pays, au Togo, que l'accord RPT-UFC disait, cet accord est allé loin, pour dire par exemple qu'un certain nombre de postes de ministres, d'ambassadeurs, de directeurs de société reviendraient à l'UFC. Donc moi je pense que, Jean-Pierre Fabre, avec l'autorité qu'il a, avec le charisme qu'il a, peut mettre dans la balance
le fait que s'il devait éventuellement collaborer avec le président Faure Gnassingbé, soit en tant que Premier ministre, soit même en tant que vice-président, pourquoi pas? Ou même, autre scénario possible, nous ne disons pas forcément qu'il doit collaborer. Autre scénario possible, le chef de l'État reconnaît le statut plein et entier de l'opposition. On met les moyens, les ressources de l'État à la disposition de l'opposition, elle aussi, pour qu'elle puisse contribuer à asseoir des institutions, parce que les institutions actuelles n'inspirent confiance à personne. Je ne vous apprends rien. Les institutions sont verrouillées par le pouvoir en place. Vous avez un petit problème. La dernière fois, lors du processus électoral, par extraordinaire, on nous a coupé l'Internet. Vous vous souvenez? Oui. Ça veut dire que le pouvoir dans notre pays est tel que lorsqu'on veut vous prendre par Togo Télécom, on va vous prendre par là. Lorsqu'on veut vous prendre par la douane, on va vous prendre par là. Lorsqu'on veut vous prendre par la justice, on vous prend par là. Tout est contrôlé. Donc à partir de ce moment, Montesquieu disait, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. On ne peut pas considérer que UNIR, qui est proclamé gagnant en permanence à travers le RPT d'abord, UNIR aujourd'hui, ne commet pas d'erreur, ne fait pas d'abus. Donc c'est pourquoi j'en appelle à ce que pour les 5 prochaines années, et il faut commencer maintenant, bien, que les deux responsables organisent la façon dont les nouvelles institutions démocratiques du pays vont être créées, leur composition, leur gestion, pour qu'une fois pour de bon, en 2020, qu'un certain nombre de problèmes appartiennent au passé. Les Togolais avaient pensé que lorsque le projet se mettra en rang uni, elle pourra arriver à déboulonner le pouvoir en place depuis plusieurs années et maintenant. Est-ce que nous avons la preuve que c'est en restant aujourd'hui qu'on pourra faire quelque chose face au pouvoir qui est là depuis plus de 50 ans? Jean-Pierre Fabre s'en sort avec son pourcentage. Et puis derrière, très loin, on voit Megogué, 4% environ. On voit les autres 1%, 0%, 0,76%. Est-ce que c'est la preuve qu'au Togo, c'est deux camps et que le reste doit s'associer à l'autre? Oui, le constat, il est réel. On a beaucoup de respect pour les autres candidats. Mais le constat, c'est qu'ils sont très loin des deux challengers. Ce que ça révèle, de mon point de vue, c'est que la société togolaise continue par être divisée entre les partisans, pour parler un peu comme en France, de la gauche et de la droite, mais pour parler comme au Togo, de UNIR et de l'opposition incarnée aujourd'hui par Jean-Pierre Fabre. Parce que ce que les Togolais ont fait de façon extraordinaire, c'est qu'en 2010, lorsque l'opposant charismatique J-Chris Olympio a rejoint le parti au pouvoir en ayant son accord, et que les bases de cet accord n'ont pas été clairement expliquées aux Togolais, et qu'au surplus, J-Chris Olympio lui-même n'avait pas pris soin d'amener sa base à s'approprier cet accord-là, les Togolais rapidement se sont demandé qui incarne aujourd'hui l'opposition. On a vu que c'était Jean-Pierre Fabre, on est derrière Jean-Pierre Fabre. Si demain, Jean-Pierre Fabre effectivement collaborait avec le pouvoir en place sur des bases qui ne sont pas claires, les Togolais se trouveraient un autre leader. C'est pourquoi nous en appelons à la sincérité de part et d'autre. Il faut savoir que tout le monde est mortel. Et donc, si tout est fait pour que le pouvoir reste seulement entre les mains de certaines personnes, ça n'aide pas le Togo. Aujourd'hui, au Ghana, de 90 à aujourd'hui, on a vu comment les chefs d'État se sont succédés. On a vu au Bénin comment ils se sont succédés. On voit aujourd'hui, avec l'opportunité que nos compatriotes africains, je dirais, du Burkina ont eu, qu'effectivement, il y a une nouvelle personnalité qui va venir. Moi, je pense que cette situation subsistera tant qu'il n'y aura pas l'alternance. Le jour où il y aura l'alternance et que les gens vont voir une autre personne ou un autre système gérer le pays, que les gens auront l'opportunité de comparer, les gens se diront alors, ah ok, c'est le système d'avant qui était meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce scrutin, les résultats que nous connaissons, on pourra dire que le paysage politique va être dessiné très rapidement ou qu'il est déjà dessiné? Mais moi, je constate que... On a vu certains qui sont pas allés aux élections et leur mot d'ordre. Il y en a qui ont eu de la peine à donner le mot d'ordre, naturellement. Oui. Il y en a qui ont dit, n'allez pas voter. Beaucoup avaient dit que le cas voulait récupérer le fait que derrière
l'ANC n'est pas tenu bon pour avoir les réformes avant d'aller aux élections, qu'il perdrait sûrement et après le bénéfice, c'est nous qui allons les ramasser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire cette analyse-là, objectivement? Donc moi, je n'oserais pas penser ainsi pour le compte du CAR. Je me souviens qu'au lendemain des législatives, par exemple, de 2013, lorsque le CAR se plaignait effectivement du fait qu'il ne soit pas allé à cette législative en rang serré, parce qu'au départ, il voulait déposer des candidatures uniques dans les différentes circonscriptions, ça n'a pas été fait. Après, il y a eu une querelle entre, de loin par médias interposés entre le CST d'alors et l'Arc-en-Ciel à l'époque, où certains disaient on ne peut pas se réjouir d'être le premier des derniers. C'est le reproche que le CAR faisait par exemple à un parti comme celui de Jean-Pierre Fabre. Et pour cette présidentielle-ci, je n'ose pas penser que le CAR va dire qu'il a eu sa revanche. Parce qu'en réalité, qu'il s'agisse du CAR, de l'ANC, de la CDPA ou de tous les autres, leur combat depuis 1990 à aujourd'hui, c'est qu'il y ait l'alternance dans le pays. Et c'est en cela que j'aime une formule de mon ami Philbert Atisso. J'aime bien le citer chaque fois que j'en ai l'occasion. Philbert Atisso dit que autant le pouvoir en place, RPT d'abord, unir ensuite, de 1990 à aujourd'hui, doit nous rendre compte de la façon dont la res publique à la chose publique est gérée, autant l'opposition a le devoir, l'impérieux devoir de nous rendre compte de la façon dont elle gère la lutte en faveur de l'alternance. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des stratégies qui ont donné les résultats que vous voyez. Je n'ose pas dire que quelqu'un a échoué ou réussi, mais les résultats sont là. Donc à partir de ce moment, l'opposition doit faire son autocritique, l'opposition doit faire son bilan. C'est ce qui était censé être fait pendant le fameux conclave, mais ça n'a pas réussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition doit faire son bilan. Je n'oserais pas dire qu'il faut que, un peu comme Jerry Tamal semblait vouloir le dire, que la classe politique soit renouvelée, que de nouvelles personnes viennent. Non. Si les anciens, souvenez-vous par exemple que dans un pays comme le Sénégal, Abdoulaye Wade a fait de l'opposition pendant des années. À un moment donné, il est venu au pouvoir. Donc, mais je n'ose pas croire que le CAR et l'ANC ou la CDPA, qu'ils vont continuer pas se faire la guerre pendant longtemps. Parce que plus longtemps ils se font la guerre, plus longtemps leur adversaire restera sur place. Est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin maintenant pour se mettre ensemble, pour rediscuter des conditions pour pouvoir amorcer de nouveau la lutte? Non, parce que beaucoup nous demandent de considérer que la présidentielle, c'est désormais derrière, qu'il faudra avancer. Est-ce que cette opposition qui s'est montrée assez divisée à la veille du scrutin sur des questions liées, on le savait, sur les questions liées aux réformes politiques, peut se mettre aujourd'hui ensemble pour avancer dans la lutte pour une alternance politique au Togo? Vous savez, malheureusement, je vais peut-être vous décevoir, même au niveau de la société civile, des fois, de par les différences de stratégie, de par les différences de la perception d'un certain nombre de problématiques, nous ne nous comprenons pas. Et on a l'impression qu'il y a, surtout que nous, on fait la course aux partenaires, aux bailleurs de fonds, on a comme l'impression que nous n'arrivons pas à nous entendre. Mais sur des actions ponctuelles, sur des intérêts, je pense que par la grâce de Dieu, on arrive à s'asseoir et à avancer. Donc, j'estime que l'opposition togolaise doit se déterminer par rapport à qui doit aller avec qui. Les intérêts ne sont pas les mêmes, hein, André Afanou. Non, les intérêts peuvent ne pas être les mêmes, mais il ne faut pas oublier que ce qu'ils nous ont annoncé comme ambition, c'est qu'ils veulent faire partir ceux qui gèrent le pouvoir politique dans notre pays depuis 1990. Au moins sur ça, ils sont constants théoriquement. C'est-à-dire, dans la façon de parler, tout le monde dit, ce régime est là depuis trop longtemps, il faut que ce régime parte, il faut que de nouvelles personnes viennent. Donc, quelle que soit la façon dont vous avez pu vous opposer les uns aux autres par le passé, la meilleure façon de nous prouver que c'est l'intérêt du pays qui est important pour vous, c'est de trouver le génie pour qu'ils se rencontrent. Maintenant, j'espère aussi pour eux que, comme cela a été fait, il faut se souvenir que des personnalités, par exemple, un ecclésiastique que je ne vais pas forcément nommer ici, a pris son bâton de pèlerin et il les a mis ensemble pendant des jours dans ce pays. Et donc, il faut espérer que leurs amis communs les mettent ensemble, leur expliquent qu'à force de se battre entre eux, c'est leur adversaire qu'ils arrangent. Ça, ils le savent, mais ils ne le savent peut-être pas assez. Donc moi, j'espère
qu'au lendemain de cette présidentielle, l'un des présidents va appeler les autres pour dire, les gars, nous avons des problèmes chaque jour, chaque année. Comment pouvons-nous faire? Et moi, je pense que ce qui n'est pas suffisamment fait aussi, c'est les gentlemen agreements, pour que, puisque c'est eux qui aspirent à gérer le pouvoir politique, que quelqu'un se dise, le jour où nous allons venir, comme c'est par exemple Jean-Pierre Fabre qui est président aujourd'hui, objectivement, donc, laissons-lui la présidence lorsque nous allons venir, toi prenez la vice-présidence. Ils n'ont qu'à se mettre en confiance. S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est triste pour eux, mais c'est dommage aussi pour le pays. C'est là où c'est un peu plus grave. Parce que le pays, en tant que nation togolaise, de mon point de vue, a besoin de l'alternance simplement pour avancer. Simplement pour que les gens qui sont au pouvoir actuellement puissent demain faire l'expérience de l'opposition, qu'ils sachent un peu comment ça se passe quand on est dans l'opposition. Ça fait du bien ou ça ne fait pas du bien, qu'ils puissent le savoir. En ne s'organisant pas bien, de mon point de vue, l'opposition prive le pouvoir en place de cette chance-là. Alors, au-delà donc de cette confiance dont vous parlez, est-ce que quelque part aussi, l'opposition ne doit-elle pas revoir ses stratégies? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Le problème dans notre pays, c'est comme on a l'impression que l'opposition ne prend pas suffisamment de... Je dis impression, parce qu'on n'est pas dans leurs états-majors pour savoir exactement comment ça se passe. On a l'impression que l'opposition ne tire pas des leçons du passé. Moi, j'étais encore très jeune. Lorsque face au président Eyadema, l'opposition présentait beaucoup de candidats. Et on disait, il y a quoi, en 1990 jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt 15 ans, on disait non, rassurez-vous, c'est une stratégie. Ils savent ce qu'ils font. Et à chaque fois, on découvrait que ce n'était pas une stratégie, que la division n'était pas une stratégie. Ils ont fait la même chose en 1998, en 2003. Beaucoup nous ont dit qu'en 2005, il y avait eu la candidature unique, mais ça n'a pas prospéré. Mais en oubliant qu'on était dans un contexte presque insurrectionnel. À mon avis, la candidature unique avait prospéré. C'est pour ça d'ailleurs que certains ont dû avoir recours à la violence pour s'imposer. C'est mon analyse. Donc il aurait fallu, par exemple, pour la présidentielle actuelle. Vous savez, les observateurs à l'étranger disent l'opposition togolaise est divisée, elle ne peut pas faire face au président Faure Gnassingbé. Donc il me semble que si leurs amis communs les aident, s'ils font un peu l'état des lieux eux-mêmes, s'ils le sont. Donc on pourra dire que cette présidentielle nous confirme aujourd'hui, disons, l'échec d'une façon globale de la classe politique togolaise. Je pense que aussi bien, parce que voyez-vous, le spectacle auquel on a assisté à la CENI, et c'est pourquoi je disais que nous n'avons pas eu de scénario à l'Ivoire, mais nous avons un scénario à la togolaise qui n'est pas un bon scénario. En matière d'élection, on retiendra qu'en 2005, par exemple, ce militaire était en train de courir avec les urnes, mais on retiendra qu'en 2015, lorsque le président de la CENI a semblé s'enfermer dans une salle pour proclamer les résultats seuls, que le vice-président a surgi sur les plateaux de la télévision. Une chronique de Jean-Baptiste Placa de RFI ce matin dit que notre pays est une démocratie tétraplégique. Voyez-vous, nous-mêmes à l'intérieur, nous pouvons donner l'impression que tout va bien. Mais les gens nous observent. Les gens savent par ailleurs que tout ne va pas bien. Donc, prenons conscience de ce que quelque chose ne va pas. Au niveau de la classe politique, moi je pense du côté de UNIR, on a enterré le RPT, on a essayé d'avoir une nouvelle façon de gouverner, mais on a l'impression que les fondamentaux sont toujours là. Autrement, on ne nous aurait pas coupé l'Internet pendant cette période qui est. Pourquoi couper l'Internet alors que les pays où on le coupe, c'est les pays qui ne sont pas de bons exemples en matière de démocratie. Ensuite, du côté de l'opposition, effectivement, moi je pense que nos grands frères, le président Apévon, le président Jean-Pierre Fabre, Madame Adjamagbo, et toutes les personnalités, ce sont nos aînés, doivent trouver le cadre pour faire le bilan. Un bilan objectif, sans état d'âme, et voir comment est-ce que, le plus rapidement possible, on peut avoir une opposition efficace au Togo. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de dévaluer la fonction du président de la République? À chaque fois qu'on va aux élections, il y en a qui s'en sortent avec 0,50, 0,90, 1%, 3%. Est-ce que ce n'est pas une façon finalement de dévaluer, je veux dire, la fonction du chef de l'État? Que ceux qui vont aux élections, qui s'en sortent au moins avec un peu plus de 20%, 15%. On ne peut pas mettre en place des mécanismes pour faire en sorte que, pour s'assurer que ceux-là ne s'en sortiront pas avec 0,3%, 10%, 20%.
Non, je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose. Il y a déjà un mécanisme que vous semblez oublier. C'est le fait qu'avant de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, vous payez une caution de 20 millions de francs CFA. Tout le monde peut avoir 20 millions. Ah non, Et on sait comment on peut avoir 20 millions au Togo. Non, je suis désolé. Dans un premier temps, dans notre pays, je n'ose pas nommer ces personnalités-là qui se sont portées candidates. Vous savez qu'il y a au moins 3 personnalités, 3 personnes, en tout cas ça dépend de là où on se situe, qui ont dit un pasteur, non, 2 pasteurs, et puis un artiste, ok, qui ont dit nous sommes candidats. Et les médias commençaient par aller vers eux comme candidats. Et quand est venu le moment de payer les cautions, ils n'ont pas pu payer. Donc, première façon d'opérer un peu la sélection. Deuxième façon d'opérer la sélection, c'est que la loi électorale dit simplement que lorsque vous allez aux élections et que vous n'obtenez pas un certain pourcentage, je crois 5%, on ne vous rembourse pas la caution. Et de toute façon, dans tous les États au monde, surtout les États où il y a le multipartisme qui est appliqué. Vous allez en France, par exemple, il y a toujours eu des candidats qui ont eu des scores bizarres. Je sais, par exemple, que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, il y a eu un autre, là, dont j'oublie le nom, mais il travaillait à la Poste, hein, qui était candidat. Des gens se présentent pour... Eva Joly et consorts. Voilà, pour, nous dit-on, faire passer leurs idées. Et ça, c'est aussi démocratique. Sauf que dans le contexte de notre pays, nous ne sommes pas encore dans un système démocratique. Même aux États-Unis, où il y a le bipartisme, avec les républicains d'une part et les démocrates de l'autre, de temps en temps, vous avez des candidats indépendants. On a eu Ross Perot à un moment donné, qui n'obtiennent pas plus de 5%. OK? Mais c'est aussi l'expression de la démocratie. Ce qu'il faut espérer simplement, c'est que on ne dévalorise pas l'élection en donnant l'impression que c'est le président Bongo qui disait du président Kérékou qu'il faut être Kérékou pour organiser des élections et les perdre. Il semblait se moquer de lui lorsque le président Kérékou effectivement organisait les fameuses élections. Et on prête au président Gbagbo l'idée selon laquelle lorsque j'organise les élections, je les gagne ou je les gagne. C'est ces deux postures qu'il faut éviter. Une élection est là pour qu'à un moment donné, comme au football, on n'est pas champion du monde en permanence. Pendant très longtemps au football, l'Espagne était une équipe incontestable et incontestée. Mais à un moment donné, l'Espagne n'est pas passée. Dans un pays comme la France, j'allais dire Jean-Pierre Fabre. Dans un pays comme la France, François Hollande, face au président Sarkozy, n'avait pas beaucoup de charisme. Mais parce que les gens avaient des problèmes par rapport à la gouvernance du président Sarkozy, les gens ont voté contre Sarkozy. Donc, quand votre pays ne permet pas ces mécanismes-là, ou quelqu'un qui est champion à un moment donné peut ne plus être champion, ou même quelqu'un qui est champion parce qu'il fait mal, on ne peut pas le sanctionner. Quand on semble dire qu'au Togo, de 1998 à aujourd'hui, on organise les élections. Plusieurs candidats passent et c'est toujours le système, d'abord RPT, ensuite UNIR qui gagne. Il y a un problème. Donc, il y a un problème. Il y a un problème par rapport à la nation. Il y a un problème par rapport à la crédibilité des processus électoraux. Il y a un problème par rapport à la confiance que les citoyens ont. D'ailleurs, quand on parlait justement du taux de participation, c'est parce que certains Togolais vous disaient clairement, mais cette élection-là, pourquoi je vais participer? On sait déjà qui va gagner. Et certains, un homme politique comme Dimon Auré, par exemple, a même dit que les chiffres les chiffres avec lesquels on va proclamer Faure Gnassingbé gagnant existent déjà. D'ailleurs, quand vous reprenez un peu le déroulement du processus électoral, quand vous voyez un peu les débats qu'il y a eu par rapport au fameux logiciel Success, quand vous constatez que ce dispositif ne faisait pas l'unanimité, nous sommes 5 à participer à une course. 4 disent, ce dispositif-là, nous ne le voulons pas. Mais pourquoi l'imposer? Je ne comprends pas. Au surplus, lorsque, à la veille, on vous dit, il y a eu un accord, comme quoi, Success ne sera pas le dispositif qui va être utilisé. Mais qu'après, il y a 2 interprétations de ce même accord. Ça veut dire qu'on est dans un pays où la machine semble être concoctée pour qu'une seule personne gagne. Ça, ce n'est pas bon pour le Togo en tant que Togo. Il faut que l'opposition dans mon pays réalise cela et que l'opposition, en fonction de cet élément, s'organise pour proposer une stratégie gagnante.
l'opposition ne peut pas, à mon avis, continuer par se contenter de dire « Oh, vous savez, nous, on a fait de notre mieux, on nous a volé, prenez vos responsabilités. » Ça aussi, à mon avis, c'est trop facile. On va aborder la page internationale dans un instant avec le Burundi et ce qui se passe chez Pierre Nkurunziza. Mais pour finir avec le cas Togo, le processus électoral auquel on a assisté, la question de la mission d'observation internationale. On a vu, hein, ils étaient aussi pleins à Lomé durant ces dernières semaines. Et la grande question est de savoir, est-ce qu'elles aussi, je veux dire, contribuent ou à quoi servent-elles? Posons la question comme ça. À quoi servent ces missions d'observation internationale? Oui, je pense que c'est une bonne façon. Oui, je pense que c'est une bonne façon de poser la question. Parce qu'il faut savoir qu'on ne parle de mission d'observation, malheureusement, que dans les pays où la machine électorale n'est pas huilée. Que dans les pays où il n'y a pas d'institution qui va proclamer des résultats et tout le monde sera d'accord. Donc, problème de confiance. Oui. C'est quand il y a une crise de confiance. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que lorsqu'il y a élection en France, il y a des observateurs? Est-ce que vous avez jamais entendu dire que lorsqu'il y a internationaux, je veux dire, que lorsqu'il y a élection en Allemagne, aux États-Unis, il y a des observateurs? Non. C'est un peu pour nos États que la communauté internationale, en constatant qu'il y a beaucoup de crises suite aux processus électoraux, qu'il y a beaucoup de morts suite aux processus électoraux, qu'on se dit, après, quand on va voir 2 personnes se proclamer gagnants, il faut qu'au minimum, nous soyons présents pour justement vérifier quelle est la crédibilité ou bien quel crédit accorder justement à ceux qui se proclament gagnants. Un autre élément qui explique l'existence de ces missions d'observation, c'est que même nos États, parce qu'on ne peut pas présumer que nos États en Afrique sont en permanence de mauvaise foi. Il y a des États qui n'ont pas la chance d'avoir une opposition, effectivement, qui elle aussi déploie une bonne stratégie. Donc, il y a des États qui peuvent être de bonne foi, organiser de bonnes élections, mais voir un peu la contestation en permanence. Donc, les missions d'observation servent aussi à crédibiliser les processus que nous organisons à l'interne. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est une bonne chose. Sauf que, il me semble qu'il s'est développé ces dernières années en Afrique, pas seulement par des Africains, mais aussi par des Occidentaux, ce qu'on peut appeler le business de l'observation électorale. C'est-à-dire, vous voyez des institutions que vous ne connaissez pas vraiment, qui débarquent et qui font tout justement parce qu'ils savent que le système en place, que ce soit au Togo ou dans un autre pays, hein, ne va pas être forcément crédité d'une bonne organisation. Voilà, donc il faut l'aider. Ils sont là et au lendemain, ils disent « nous avons observé, tout s'est bien passé ». L'autre problème qu'on a avec surtout les institutions africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA, c'est que rares ont été les pays où on a vu ces institutions dénoncer clairement des anomalies observées par le pouvoir en place. Donc vous voyez un peu que même ces missions d'observation internationale, il y en a qui sont crédibles et il y en a qui ne sont pas crédibles. Pour montrer enfin l'intérêt de ces missions d'observation, je vous invite à vous souvenir de 1998 où, lorsque à un moment donné, il apparaissait clair que le président Eyadema avait perdu les élections, où les urnes ont été amenées à la mairie et tout le reste, c'est la mission d'observation de l'Union européenne qui avait déclaré le premier que le processus était sorti de son cadre légal. Et rien que cette expression, effectivement, en lien avec ce que la communauté internationale était censée entendre, pouvait donner clairement un indicateur par rapport au fait que la personne qui est proclamée l'était vraiment ou non. Malheureusement, ces temps-ci, ces missions ne vont pas très loin. Et ce que je déplorais, c'est que ces missions se contentent d'arriver simplement, de venir passer quelques jours dans le pays, rester à l'hôtel, aller le jour dans les bulletins de vote, constater que l'encre est là, les bulletins sont là, et puis c'est tout. C'est dommage. Le travail doit être plus approfondi de mon point de vue. Alors, André Afanou, avant certainement d'aborder l'actualité internationale, peut-être une dernière question au plan national. On sait que les résultats sont connus désormais, mais nous avons écouté également le président Jean-Pierre Fabre le vendredi qui demandait à ses militants de rester mobilisés et d'attendre
les mots d'ordre qui tomberont certainement dans les prochains jours. Est-ce qu'on ne peut pas craindre des lendemains assez agités déjà à partir de la semaine prochaine? Oui, forcément. Et nous, notre travail en tant que défenseur des droits de l'homme d'abord, en tant qu'activiste de la paix, c'est d'espérer que Jean-Pierre Favre ne soit pas contraint d'avoir pour seul recours de demander à ses militants de rentrer dans la rue. Le président Faure Gnassingbé peut faire preuve de grandeur. Dès le soir de son investiture, prendre son téléphone. S'il n'y a pas eu l'inverse, à savoir que si celui dont on a dit qu'il l'a battu. Moi, je fais aussi attention pour ne pas dire tel a gagné ou tel n'a pas gagné. Parce que, comme vous avez dit, les institutions qui proclament les gens ne sont pas consensuelles. Et au final, au Togo, on a eu le président qui a proclamé Faure Gnassingbé vainqueur, le vice-président qui proclame Jean-Pierre Favre vainqueur. Donc, je dis simplement que l'idéal, le rêve pour nous, c'est d'apprendre par exemple que le même jour où il prête serment d'être le président de tous les Togolais, que le président Faure Gnassingbé appelle Jean-Pierre Favre, l'invite à la présidence pour discuter de l'avenir du pays. Ce serait un symbole extraordinaire. Et que Jean-Pierre Favre ne se dise pas, si on avait cette hypothèse-là, il n'est pas élu, je n'ai pas à répondre à son invitation. Non. Prions pour que les deux personnalités, que le Saint-Esprit, moi je pense qu'on est beaucoup croyants en Afrique, hein, et au Togo en particulier, prions pour que le Saint-Esprit parle à ces personnalités-là, pour qu'ils se rencontrent. Et qu'au final, que tous nos frères, moi j'ai eu à faire un saut au siège par exemple de Cap 2015, il y a des Togolais là-bas qui attendent justement qu'un mot d'ordre soit donné. Et s'il fallait qu'un seul de ces Togolais-là soit blessé, soit arrêté, ou soit obligé de fuir le pays, le chef d'État Faure Gnassingbé doit se dire non, je dois rencontrer mon frère Jean-Pierre Favre. Donc ce que nous espérons, c'est que ce schéma, qui n'est qu'un schéma de nos rêves, se réalise et que de la rencontre entre ces personnalités-là survienne quelque chose de beau. La formule exacte, nous, on ne peut pas la voir. Mais tout le monde sait qu'en se rencontrant, forcément, on se parle et on arrive à quelque chose de bon. Merci beaucoup, André Afano. L'actualité internationale, on a choisi juste Burundi, puisque cette situation là-bas aussi n'est pas trop loin de celle que nous vivons au Togo, même si au Togo, on a connu déjà l'élection de Faure Gnassingbé. La situation est toujours tendue au Burundi. 3 personnes ont été donc tuées avant-hier soir, vendredi donc, lors d'affrontements entre la police et les manifestants. Une trêve a été décidée par l'opposition. 2 jours consacrés à l'inhumation des manifestants tués. La société civile demande au président Pierre Nkurunziza de réfléchir à sa candidature pour un 3e mandat le 26 juin prochain. On va faire le point ici et puis on revient en studio pour le commentaire. En ce 1er mai, la ville de Gitega s'est donné rendez-vous au stade, plus par obligation que par envie. Habituellement festif, l'événement laisse cette fois-ci un goût amer à de nombreux habitants. Beaucoup ont peur pour leur sécurité, mais la plupart des personnes interrogées soutiennent les manifestations de Bujumbura. En ce qui me concerne, moi je pense qu'ils ont raison. Ils ont le droit de manifester quand on n'est pas content, quand en démocratie c'est comme ça. Un peu plus loin, au marché, impossible d'obtenir ne serait-ce qu'un témoignage. Selon plusieurs marchands, par les faces caméras, peut être puni de mort. Sur la route, nous nous sommes arrêtés 7 fois. La population, effrayée, refuse de parler aux journalistes. Seul Jean, qui soutient farouchement le président, a accepté de témoigner. Pour le 3e mandat, j'attends juste de connaître la date pour aller voter. Et j'irai voter pour le président Pierre Nkurunziza. Tout le monde le soutient dans le coin. Retour à Bujumbura, où les manifestations se poursuivent, même si elles ont été moins intenses aujourd'hui. Les nombreuses arrestations et les tirs de police à balles réelles semblent avoir refroidi la mobilisation. Oui, André Afano, la situation au Burundi, c'est vrai, je le disais, ce n'est pas trop loin de ce qui s'est passé chez nous au Togo, sauf que nous on a passé déjà ce cap-là. Comment est-ce que vous l'appréhendez de ce côté-là? Non, les informations qui nous viennent du Burundi sont plutôt des informations inquiétantes. Inquiétantes d'abord pour la démocratie. Il faut se souvenir que ce pays a traversé une crise assez aiguë et que c'est en 2004 qu'avec les accords d'Arusha, une base était posée pour que enfin des institutions démocratiques puissent permettre effectivement de faire avancer le pays. Et nous avons là le type de chef d'État qui, depuis un moment,
pose des actes qui sont véritablement attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés publiques. Souvenez-vous que c'est ce chef d'État-là qui a essayé d'introduire une loi qui obligeait carrément les associations à s'enregistrer chaque année. Vous devez venir obtenir l'autorisation d'exister chaque année. C'est ce même chef d'État qui a interdit aux gens d'aller faire le jogging le dimanche matin simplement parce qu'il craignait que les gens s'organisent pour justement contester son pouvoir. C'est ce chef d'État, enfin, qui, alors que le leadership voudrait qu'il prépare simplement quelqu'un qui va lui succéder, se fait désigner par son parti comme candidat. Et moi, je dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une société burundaise qui est préparée un peu à ça. Des informations que je reçois par rapport aux amis, malheureusement, il y a des gens qui commencent déjà par fuir le pays. Ensuite, il y a des gens qui décèdent. Mais il paraît que là-bas, par exemple, contrairement à d'autres pays, les gens ont plus confiance à l'armée qu'à la police. L'histoire politique du Burundi les a amenés à faire confiance à l'armée. Donc, au point où vous assistez à des scènes où, lorsque l'armée descend, la population acclame l'armée. Donc, au final, malgré tout, c'est sur la force de la gendarmerie et de la police que le président Nkurunziza compte pour se maintenir au pouvoir. Ce que j'espère pour l'Afrique en tant qu'Africain. Parce que quand il y a eu les événements au Burkina Faso, il y a eu un indicateur clair, à savoir que lorsque les constitutions ne vous permettent pas de briguer un cas, de toute façon, c'est quoi cette histoire de troisième mandat ou c'est quoi cette histoire de j'ai commencé quelque chose que je dois le terminer. Nous sommes tous des mortels. Et pour l'intérêt de nos pays, il faut que dans un pays comme les États-Unis, Barack Obama, qui n'est pas un piètre président, a fait 4 ans. Ensuite, on lui a renouvelé la confiance. Il a encore fait 4 ans. Et il est sur le point de partir le plus naturellement possible. Donc, ce qui se passe au Burundi va nous amener à avoir des résultats qui seront valables pour toute l'Afrique. Donc moi, j'invite les uns et les autres à être un peu attentifs à cette situation-là, de sorte que on puisse, une fois pour de bon, donner comme signal à nos chefs d'État que lorsque vous arrivez, ayez un plan clair. Dites quel est le timing dont vous avez besoin pour dérouler ce plan-là et montrez-nous que vous pouvez préparer quelqu'un parce que vous êtes un bon leader. L'inverse, à mon avis, n'est pas un bon indicateur pour les chefs d'État. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui au Burundi, André Afanou, et la réaction de la communauté internationale, comment est-ce que vous l'appréhendez? On a comme l'impression qu'on attend le pire avant de réagir véritablement, puisque la société civile burundaise, justement, fait appel constamment à la communauté internationale qui marque le pas. Non, ce n'est pas certain. La communauté internationale agit. Par exemple, un collègue à nous, Pierre Claver Mbonipa, défenseur des droits de l'homme assez célèbre dans ce pays-là, a été arrêté, mais libéré quelques jours libéré même plus tard. La radio publique africaine de mon ami Bob Rukurika a été fermée, mais il y a une pression qui s'exerce, sauf que parce que nous sommes dans la société internationale où il y a le principe de souveraineté, les gens ne vont pas forcément dire sur la place publique tout ce qu'ils mènent comme un dialogue de couloir pour que Pierre Nkurunziza revienne à la raison. Donc moi je pense que la communauté internationale est sensible à ça. Tout le monde sait que le signal qui va venir du Burundi permettra de conforter les démocrates ou permettra de conforter les dictateurs qui veulent s'éterniser au pouvoir. J'espère simplement que c'est la première hypothèse qui va être avérée. C'est sûr, il partira ou il restera, il foncera droit dans le mur, Pierre Nkurunziza? Non, il a dit qu'il va foncer droit dans le mur, c'est ce qui est triste pour lui. Maintenant, jusqu'à quel niveau ce mur va lui faire mal, moi je ne sais pas. Je ne peux pas non plus dire que je suis sûr qu'il va partir, mais ce qui est sûr, c'est que j'espère, et là au moins c'est dans mon domaine de compétence, j'espère qu'il va être arrêté et que de nouvelles personnes vont proposer de nouvelles offres à la société burundaise. C'est ce que je souhaite pour le Burundi, c'est ce que je souhaite pour le Congo, c'est ce que je souhaite pour le Tchad et c'est ce que je souhaite pour le Togo. Merci beaucoup André Afanou. Merci d'être passé nous voir ce soir. C'est moi qui vous dis merci. André Afanou, qui est le directeur exécutif de CACES. Merci beaucoup à Florent Thiobé. Merci. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de 7-7 en synchronisation avec la radio Fréquence Lomé. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.